On disait qu'elle n'avait rien, pas de parents, pas d'héritage, pas même un nom qui protège. Alors sa belle-mère décida qu'elle méritait le pire, un homme que tout le quartier appelait l'ivrogne. Un mariage sans musique, sans joie, juste pour se débarrasser d'elle. Ce que personne ne voyait, c'était ce regard trouble derrière l'odeur d'alcool, cette manière étrange de se taire quand on l'insultait. Et si dans cette humiliation publique se cachait une vérité capable de renverser toutes les certitudes? Ne partez surtout pas. Restez jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette histoire et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous aimez les récits profonds qui parlent de justice et de dignité, abonnez-vous doucement à la chaîne pour ne rien manquer. Aïcha ne se souvenait plus du jour exact où la maison avait cessé d'être un refuge. Peut-être que cela avait commencé après l'enterrement de son père. Peut-être plus tôt encore lorsque le regard de Nadia avait changé, devenant plus dur, plus calculateur. Ce dont Aïcha était certaine en revanche, c'était de la sensation constante d'être en trop. La maison se trouvait au bout d'une ruelle poussiéreuse dans un quartier populaire où les voisins savaient tout les uns des autres. Les murs autrefois peints en bleu pâle s'écaillaient sous le soleil. Chaque matin, avant même que l'appel du muezzin ne se fasse entendre au loin, Aïcha se levait. Elle balayait la cour, remplissait les bassines d'eau au robinet commun, puis allumait le feu pour préparer le petit déjeuner. Nadia ne la remerciait jamais. « Dépêche-toi, on n'a pas toute la journée », lançait-elle depuis sa chambre sans même se montrer. Aïcha hochait la tête en silence. Elle avait appris à ne pas répondre. Chaque mot pouvait devenir une faute, chaque regard un défi. Mireille, la fille de Nadia, sortait plus tard toujours vêtue avec soin téléphone, à la main. Elle ne participait à aucune tâche. Elle observait Aïcha comme on observe un meuble déplacé dans une pièce avec une légère irritation. « Tu as encore mal rincé les verres », disait-elle parfois, en reposant un gobelet sur la table. « On dirait que tu fais exprès. » Aïcha sentait la chaleur monter dans sa poitrine, mais elle se retenait. Elle pensait à son père, à sa voix grave qui lui répétait « La patience est une force que les autres ne voient pas. » Ce matin-là, Nadia entra dans la cuisine avec une enveloppe froissée à la main. Son visage était fermé. « Le propriétaire est passé hier. Il veut son argent avant la fin de la semaine, 300 000 francs, sinon il nous met dehors. » Aïcha s'arrêta de remuer la bouillie. 300 000 francs. Une somme énorme pour elle. Elle n'avait même pas 10 000 francs de côté. « Je peux chercher du travail au marché ?» proposa-t-elle doucement. « Je peux aider chez les vendeuses de légumes. » Nadia éclata d'un rire sec. « Toi, qui vas t'embaucher, tu n'as même pas fini tes études. Et puis les gens parlent, une orpheline qui traîne partout, ça attire les problèmes. » Le mot « orpheline » résonna comme une gifle. Aïcha baissa les yeux. Elle savait que l'argent manquait. Depuis des mois, Nadia se plaignait. Mais Aïcha avait aussi remarqué les nouvelles robes de Mireille, les sorties au maquis le week-end, les petits paquets discrets rangés dans l'armoire. « Alors, on fait comment ?» demanda Mireille, en entrant un foulard coloré, noué autour de la tête. « On va dormir sous un pont. » Nadia resta silencieuse un instant. Puis elle regarda Aïcha d'une manière étrange, comme si elle pesait une marchandise. « Il y a peut-être une solution, » dit-elle enfin. Aïcha sentit son cœur se serrer. « Quelle solution ?» Nadia s'assit lentement, croisa les bras. « Tu connais Moussa ?» Le nom tomba dans la pièce comme une pierre dans l'eau. Aïcha connaissait Moussa de vue. Tout le quartier le connaissait. On le voyait souvent près du maquis au coin de la rue, une bouteille à la main, riant trop fort ou parlant seul. Les enfants se moquèrent de lui. Les femmes détournèrent le regard. « Il cherche une femme », continua Nadia. « Personne ne veut de lui, mais il a promis de donner une compensation si on accepte. » Aïcha resta immobile. « Une compensation, oui.
de quoi régler le loyer, et même plus. Le silence s'étira. Aïcha sentit ses mains devenir froides. Elle pensa à l'odeur d'alcool qui entourait toujours Moussa, à ses chemises froissées, à son regard parfois perdu. « Je ne veux pas », murmura-t-elle. Mireille leva les yeux au ciel. « Tu crois que tu peux choisir. Tu manges, ici tu dors, ici. Tu nous coûtes cher. » Chaque mot s'enfonçait dans la poitrine d'Aïcha. Était-elle vraiment un poids? Elle travaillait du matin au soir. Elle ne demandait presque rien. Nadia se pencha vers elle. « Écoute-moi bien. Soit tu acceptes, soit tu quittes cette maison. Et je te préviens dehors, personne ne t'attend. » Aïcha sentit une peur ancienne remonter. L'idée de dormir dans la rue seule, sans protection. Les regards des hommes, les murmures. Elle pensa à sa mère qu'elle n'avait presque pas connue, à son père, à la tombe encore fraîche dans le petit cimetière du quartier. « Donne-moi un peu de temps », demanda-t-elle. Nadia secoua la tête. « Le propriétaire ne nous donnera pas de temps. » La journée se poursuivit comme dans un brouillard. Aïcha alla au marché, espérant malgré tout trouver un petit travail. Elle proposa son aide à une vendeuse de poissons. « Tu as de l'expérience ?» demanda la femme. Aïcha hésita. « Non, mais j'apprends vite. » La vendeuse soupira. « J'ai déjà mes nièces, désolé. » Partout la même réponse. Pas de place, pas besoin. Reviens plus tard. En rentrant, elle passa devant le maquis. Moussa était assis à une table en plastique, la tête penchée. Une bouteille vide traînait devant lui. Deux hommes riaient en le pointant du doigt. « Hé Moussa, tu as encore bu ton héritage !» Ils éclatèrent de rire. Aïcha ralentit malgré elle. Elle observa son visage. Il ne répondait pas. Il semblait ailleurs. Mais à un moment, leurs regards se croisèrent. Elle s'attendait à voir des yeux embués. Elle y vit autre chose. Une fatigue profonde. Et étrangement, une lucidité fugace. Elle détourna vite les yeux et poursuivit son chemin. Le soir, Nadia l'attendait. « Alors, tu as trouvé de l'argent ?» Aïcha secoua la tête. Nadia soupira bruyamment. « Moussa viendra demain, il veut une réponse. » Le mot « réponse » résonna comme un verdict. Dans la petite chambre qu'elle partageait autrefois avec Mireille, et qu'on lui avait laissée seule depuis peu, Aïcha s'assit sur son lit. Elle regarda le plafond fissuré. Épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, un homme que tout le monde méprisait. Mais avait-elle vraiment le choix? Si elle partait, où irait-elle? Qui la protégerait? Qui lui donnerait une chance? Elle sentit des larmes couler silencieuses. « Seigneur, » murmura-t-elle, « montre-moi un chemin. » Au loin, elle entendit des éclats de voix provenant du maquis. Puis, le silence. Le lendemain déciderait de son destin. Et pour la première fois, Aïcha comprit que parfois, la vie ne laisse pas de place au rêve, seulement à la survie. Cette nuit-là, Aïcha dormit à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Moussa se superposer à celui de son père. Deux silhouettes sans lien, et pourtant son esprit les rapprochait comme pour chercher une réponse dans le passé. À l'aube, elle se leva avant tout le monde. Elle sortit discrètement dans la cour, encore humide de rosée, et s'assit sur le petit banc en bois que son père avait fabriqué des années plus tôt. Le bois était usé, mais solide. Elle passa la main dessus, comme pour y trouver une force. Elle se souvenait du jour où son père lui avait dit « La dignité ne dépend pas de la richesse. Elle dépend de ce que tu acceptes de devenir. » À l'époque, elle n'avait pas compris la profondeur de ces mots. Aujourd'hui, ils résonnaient douloureusement. Devenir l'épouse d'un ivrogne. Était-ce perdre sa dignité, ou était-ce simplement accepter un chemin difficile pour survivre? Elle ferma les yeux.
Elle n'avait jamais rêvé d'un mariage grandiose. Elle voulait seulement une vie simple, un respect mutuel, un peu de paix. Mais ce qu'on lui proposait ressemblait à une condamnation. Vers 9h, heure Nadia l'appela d'une voix sèche. « Viens t'asseoir. Il va arriver. » Aïcha sentit son cœur battre plus vite. Elle s'assit sur une chaise en plastique, les mains jointes sur ses genoux. Mireille se tenait debout près de la porte curieuse, presque amusée. Un bruit de pas se fit entendre dans la ruelle. Puis une ombre franchit le seuil. Moussa entra sans un mot. Il portait une chemise beige froissée, un pantalon sombre et des sandales poussiéreuses. Ses cheveux étaient légèrement en désordre. Il ne titubait pas. Il ne sentait pas l'alcool ce matin-là. Il salua d'un signe de tête. « Bonjour ». Sa voix était grave posée. Aïcha fut surprise par la clarté de son regard. Il paraissait fatigué mais présent. Nadia prit la parole sans attendre. « Tu connais la situation. Nous avons besoin d'aide. » Moussa hocha la tête. « Hâte, je sais. » Il sortit une petite enveloppe de sa poche et la posa sur la table basse. Le geste était simple, presque banal. Ceci est une avance. Le reste viendra après la cérémonie. Mireille se pencha les yeux brillants. Nadia ouvrit l'enveloppe et compta rapidement les billets. Son visage se détendit. Aïcha observa la scène comme si elle n'en faisait pas partie. Elle avait l'impression d'être absente de son propre destin. « Alors » demanda Nadia en se tournant vers elle. « Tu acceptes ?» Le silence tomba. Aïcha regarda Moussa. Il ne souriait pas. Il ne semblait ni impatient ni arrogant. Il attendait. Elle prit une inspiration. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudain. Nadia fronça les sourcils. Ce n'est pas le moment de poser des questions. Mais Moussa leva légèrement la main. Laissez-la parler. Sa voix était calme mais ferme. Aïcha sentit une légère chaleur monter en elle. Elle répéta plus assurée « Pourquoi moi ?» Moussa la regarda directement. « Parce que je crois que tu es différente. » La réponse était simple. Trop simple. Différente comment? Il hésita un instant comme s'il cherchait ses mots. « Tu ne me regardes pas comme les autres. » Aïcha fut déstabilisée. Elle se souvenait du maquis de leur bref échange de regards. Avait-elle montré de la pitié? Du jugement, « Je ne te connais pas », dit-elle doucement. « Justement », répondit-il. Nadia s'impatienta. « Bon, ça suffit. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est un arrangement. » Le mot « arrangement » pesa lourd. Aïcha sentit la colère monter pour la première fois depuis longtemps. « Je ne suis pas un objet », dit-elle la voix tremblante mais audible. Mireille éclata d'un petit rire moqueur. « Pourtant, tu n'as rien. » Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Était-elle vraiment réduite à cela? Une charge, un fardeau qu'on échange contre des billets? Moussa resta silencieux. Il observa Aïcha attentivement, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose d'essentiel. « Si tu refuses, je ne forcerai pas, » dit-il finalement. Nadia se redressa brusquement. « Comment ça? Je ne veux pas d'une femme qui se sent prisonnière. » Un silence tendu suivit. Aïcha sentit son esprit se diviser. D'un côté, la peur de la rue, de l'autre, la peur d'un mariage sans amour. Mais au fond d'elle, une autre pensée, émergeait peut-être que la pire prison n'était pas ce mariage, mais cette maison. Elle se leva lentement. « Si j'accepte, » dit-elle en regardant Moussa, « je veux du respect. » Mireille leva les yeux au ciel. Nadia soupira. Moussa ne détourna pas le regard. « Tu l'auras. » Il n'y avait ni promesse flamboyante, ni serment théâtral. Juste une phrase simple. Aïcha sentit une étrange tranquillité l'envahir. Comme si, malgré la peur, elle avait repris un peu de contrôle en posant cette condition. Elle pensa à son père, à la dignité. « D'accord » murmura-t-elle. «
Le mot tomba irréversible. Nadia laissa échapper un souffle de satisfaction. Mireille esquissa un sourire triomphant. Mais Aïcha ne regardait qu'une chose, le visage de l'homme qu'elle allait épouser. Elle cherchait un signe de faiblesse, une trace de mensonge. Elle n'y trouva qu'une gravité inattendue. Lorsque Moussa se leva pour partir, il s'arrêta près d'elle. « Merci », dit-il simplement. Ce merci-là n'était pas celui d'un homme qui achète. C'était celui d'un homme qui reçoit quelque chose de fragile. Aïcha sentit son cœur se serrer. Plus tard dans la journée, elle alla seule jusqu'au petit cimetière du quartier. Elle s'agenouilla devant la tombe de son père. « Pardonne-moi si je me trompe », murmura-t-elle. « Je fais ce que je peux. » Le vent souleva légèrement son foulard. Elle resta là longtemps, les yeux fermés. En rentrant, elle croisa deux voisines qui chuchotaient déjà. « Tu as entendu, elle va épouser Moussa. » La pauvre. Les regards la suivaient. Elle sentit la honte l'envahir, puis une autre sensation plus ferme, une résolution. Il pouvait parler, il pouvait rire. Mais elle seule connaissait la profondeur de son choix. Le soir, Nadia annonça que la cérémonie aurait lieu rapidement. « Pas besoin de grandes dépenses », précisa-t-elle. « Juste ce qu'il faut. » Aïcha acquiesça sans discuter. Dans sa chambre, elle s'assit sur son lit. Elle n'avait ni robe spéciale ni bijoux, seulement sa foi fragile et sa volonté de ne pas se laisser briser. Elle ne savait pas si elle avait fait le bon choix. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce choix venait d'elle. Et cela changeait tout. Le jour de la cérémonie fut fixé pour le samedi suivant. Trop vite, pensa Aïcha. Comme si l'on voulait empêcher toute réflexion, toute hésitation. Les jours qui précédèrent furent lourds. Nadia ne cessait de répéter qu'il fallait faire simple, que, de toute façon, ce n'est pas un mariage de princesse. Mireille se contentait d'observer un sourire en coin, comme si elle attendait un spectacle. Aïcha, elle se concentrait sur les gestes quotidiens, balayer, laver, cuisiner. Elle s'attachait à ces tâches comme à des repères familiers. Chaque mouvement la rassurait un peu. Un après-midi, alors qu'elle revenait du marché avec un petit sachet de riz et quelques tomates, elle aperçut Moussa assis à l'ombre d'un manguier près du maquis. Il n'y avait presque personne autour de lui. Devant lui, une bouteille entamée. Elle ralentit, hésita à passer de l'autre côté de la rue. Puis elle continua tout droit. En s'approchant, elle remarqua qu'il ne buvait pas. La bouteille était seule, mais son regard était fixé ailleurs, perdu dans une pensée lointaine. Deux jeunes hommes sortirent du maquis en riant. « Alors, Moussa, on se prépare pour la grande vie de mariée », lança l'un d'eux. « Fais attention, hein. La petite va te surveiller maintenant. » Ils éclatèrent de rire. Moussa ne répondit pas. Il esquissa un léger sourire, sans joie. Aïcha sentit une gêne monter en elle. Elle avait envie de partir, mais quelque chose la retint. Quand les deux hommes s'éloignèrent, elle s'arrêta à quelques pas. « Tu ne bois pas ?» demanda-t-elle malgré elle. Il leva les yeux vers elle. Il semblait surpris de l'entendre. « Pas toujours », répondit-il calmement. Le ton n'était ni défensif, ni ironique. Aïcha posa son sachet de course sur le banc voisin. « Pourquoi ils disent que tu es toujours ivre ?» Un silence passa entre eux. Le bruit lointain d'une moto traversa la rue. « Parce que c'est plus simple, » dit-il enfin. « Plus simple pour qui ?» Il la regarda longtemps avant de répondre. « Pour tout le monde. » Cette phrase la troubla. Elle n'insista pas. Elle ne savait pas si elle avait le droit de poser plus de questions. Elle observa ses mains. Elles n'étaient pas tremblantes. Elles étaient larges, solides, marquées par des cicatrices anciennes. « Tu as peur ?» demanda-t-il soudain. La question la surprit. Elle réfléchit un instant. « Oui ?» admit-elle. Il hocha légèrement la tête. « Moi aussi. » Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Le vent fit tomber une mangue mûre non loin d'eux.
Le bruit sourd les fit presque sursauter. « Je ne veux pas te faire du mal », ajouta-t-il doucement. Elle sentit une sincérité dans sa voix. Pas une promesse grandiose, juste une intention simple. « Je ne veux pas non plus être humiliée », dit-elle. Il la fixa avec sérieux. « Alors nous avons un point commun. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Aïcha reprit son sachet. « La cérémonie est samedi, » dit-elle. « Je serai là, » répondit-il. Elle s'éloigna, le cœur agité. Le samedi arriva sous un soleil brûlant. La cour de la maison avait été balayée. Quelques chaises en plastique avaient été disposées. Une table recouverte d'un pagne coloré servait d'autel improvisé pour la bénédiction religieuse. Quelques voisins étaient présents. Certains par curiosité, d'autres par simple habitude. Aïcha portait une robe simple, propre, mais sans éclat particulier. Ses cheveux étaient soigneusement tressés. Elle n'avait ni bijoux en or, ni maquillage sophistiqué. Nadia affichait un sourire exagéré. « C'est un beau jour », répétait-elle à qui voulait l'entendre. Aïcha percevait l'hypocrisie derrière chaque mot. Moussa arriva à l'heure. Il portait une chemise blanche étonnamment bien repassée et un pantalon sombre. Il ne semblait pas ivre. Son pas était assuré. Un murmure parcourut l'assemblée. « Il tient debout aujourd'hui », chuchota une voisine. La cérémonie fut brève. Les paroles du religieux parlèrent de patience, de respect, de solidarité. Aïcha écoutait à peine. Elle sentait le poids des regards sur elle. Quand vint le moment d'échanger les consentements, sa gorge se serra. « Acceptes-tu cet homme pour époux ?» Elle regarda Moussa. Elle chercha encore un signe. Une hésitation. Un mensonge. Elle ne vit qu'une attente silencieuse. « Oui, » dit-elle. Sa voix trembla légèrement. « Acceptes-tu cette femme pour épouse ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. Un silence étrange suivit. Pas d'applaudissements enthousiastes, juste quelques hochements de tête. Après la bénédiction, les invités commencèrent à se disperser. Mireille murmurait quelque chose à l'oreille d'une amie en riant discrètement. Nadia prit Aïcha à part. « N'oublie pas d'où tu viens, » dit-elle à voix basse. « Sans moi, tu serais dans la rue. » Ces mots lui firent mal. Mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. « Je n'oublie pas, » répondit-elle simplement. Moussa s'approcha. « On peut y aller, » dit-il. Aïcha jeta un dernier regard à la maison. Elle y avait grandi. Elle y avait souffert. Elle ne savait pas si elle quittait une prison pour une autre. Ils marchèrent ensemble dans la ruelle. Personne ne les accompagna. Au bout de quelques minutes, Moussa s'arrêta devant un petit immeuble décrépit. « C'est ici, » dit-il. La façade était écaillée, les escaliers étroits. L'odeur d'humidité flottait dans l'air. Il sortit une clé de sa poche, une clé brillante, presque neuve. Elle remarqua le détail. Cela ne correspondait pas au reste. Ils montèrent au 2e étage. Il ouvrit une porte. La pièce était simple mais propre. Un matelas posé sur un sommier, une petite table, une armoire métallique. Aïcha entra lentement. Elle s'attendait à un désordre, à des bouteilles vides. Elle n'en vit aucune. « Tu peux poser tes affaires, » dit-il. Elle resta debout, hésitante. « Tu ne bois pas aujourd'hui ?» observa-t-elle. Il esquissa un léger sourire. « Non. » Un silence s'installa. Elle s'assit sur le bord du lit. « Qu'est-ce qu'on fait, ça... Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. Il réfléchit un instant. « On commence par se respecter. » La simplicité de la réponse la toucha. La nuit tomba doucement sur le quartier. À travers la fenêtre, on entendait les bruits familiers des rires, une radio lointaine, un enfant qui pleurait. Aïcha sentit la fatigue la gagner.
Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais dans cette pièce modeste face à cet homme que tout le monde méprisait, elle ressentit quelque chose d'inattendu, une possibilité. Fragile, incertaine, mais réelle. La première nuit dans la petite chambre fut plus silencieuse qu'Aïcha ne l'avait imaginé. Elle était assise sur le matelas, les mains posées sur ses genoux, attentive au moindre mouvement. Moussa lui avait posé une natte au sol près de la porte. « Tu peux dormir sur le lit », lui avait-il dit simplement. « Je serai très bien ici. » Elle avait voulu protester, mais les mots étaient restés coincés dans sa gorge. Elle ne comprenait pas cet homme. On lui avait décrit un ivrogne brutal, imprévisible. Or, il parlait peu, bougeait lentement, comme s'il mesurait chacun de ses gestes. La lampe était éteinte depuis longtemps, mais Aïcha gardait les yeux ouverts. Elle écoutait sa respiration régulière. Il ne sentait pas l'alcool. Au petit matin, elle se leva avant lui par habitude. Elle balaya le sol, plia soigneusement la natte. Quand il ouvrit les yeux, il la trouva en train de chauffer de l'eau sur un petit réchaud. « Tu n'étais pas obligé », dit-il d'une voix encore grave de sommeil. « J'en ai l'habitude », répondit-elle. Il se redressa lentement. Elle remarqua alors quelque chose d'étrange. Ses vêtements étaient soigneusement pliés sur une chaise et non jetés comme elle s'y serait attendue. Il sortit quelques billets de sa poche et les posa sur la table. « Pour les courses !» Elle le regarda surprise. « D'où vient cet argent ?» Il haussa légèrement les épaules. « Je me débrouille. » La réponse ne la satisfit pas, mais elle n'insista pas. Plus tard, lorsqu'elle descendit acheter du pain et quelques légumes, les regards des voisins la suivirent. « Voilà la femme de Moussa », chuchota quelqu'un. Elle a accepté ça. Aïcha serra le sachet contre elle. Chaque murmure était une petite pierre lancée contre son cœur. Elle aurait voulu disparaître. Au retour, elle aperçut Moussa en bas de l'immeuble en train de parler avec un homme en costume sombre. L'homme tenait une mallette fine. La discussion semblait tendue. Aïcha ralentit. Elle ne voulait pas être indiscrète, mais la scène la troubla. L'homme en costume disait quelque chose à voix basse avec insistance. Moussa répondit d'un ton ferme, puis fit un geste net de la main comme pour clore la conversation. L'homme sembla contrarié, puis s'éloigna rapidement. Lorsque Moussa se tourna, il croisa le regard d'Aïcha. Une ombre passa dans ses yeux. « Tu as tout entendu ?» demanda-t-il. « Non, répondit-elle honnêtement. Il hocha la tête. Ce n'était rien, n'était rien. Elle monta les escaliers en silence, le cœur agité. Rien. Alors pourquoi cet homme élégant venait-il le voir dans ce quartier oublié? Dans la chambre, elle posa les courses et se tourna vers lui. « Les gens disent que tu es un bon à rien, » dit-elle doucement. Mais cet homme, il ne te parlait pas comme à un bon à rien. Moussa la fixa longuement. Elle crut voir une lutte intérieure dans son regard. « Les gens disent de beaucoup de choses, » répondit-il enfin. Elle s'approcha d'un pas. « Je vis avec toi maintenant. J'ai le droit de comprendre. » Il resta silencieux. Elle sentit la frustration monter. « Est-ce que tu bois vraiment autant qu'ils le disent ?» Il esquissa un sourire fatigué. Et pas toujours, encore cette réponse. Elle détourna le regard blessé. « Je ne veux pas être la femme d'un mensonge, » murmura-t-elle. Ces mots semblèrent l'atteindre. Il s'assit sur la chaise, passa une main sur son visage. « Aïcha, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer en une journée. Alors explique-les en plusieurs, » répliqua-t-elle plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Un silence lourd s'installa. Il se leva, alla jusqu'à l'armoire métallique et en sortit un petit objet. Un téléphone portable élégant presque neuf. Rien à voir avec l'image qu'il donnait au quartier. Il le posa sur la table sans un mot. Aïcha sentit son souffle se bloquer. D'où vient ça? Il ne répondit pas immédiatement.
De ma vie d'avant, dit-il enfin. Quelle vie? Il la regarda comme s'il pesait le risque de parler. Une vie que je ne peux pas encore te montrer. La phrase la troubla plus qu'elle ne la rassura. Tu me demandes de te faire confiance, mais tu ne me dis rien. Il baissa les yeux. Je te demande seulement du temps. Elle se détourna, les bras croisés. Le reste de la journée se passa dans un silence tendu. Elle préparait le repas pendant qu'il sortait prendre l'air. Lorsqu'il revint en fin d'après-midi, une légère odeur d'alcool flottait autour de lui. Aïcha sentit une déception aiguë la traverser. « Tu m'avais dit... »« Je n'ai rien promis, » répondit-il doucement. Ces mots la blessèrent. Elle posa violemment la cuillère sur la table. Alors à quoi sert ce mariage? Il la regarda surpris par son éclat. Elle-même fut surprise par sa colère, mais elle ne pouvait plus tout garder en elle. « Je t'ai demandé du respect, » poursuivit-elle. « Pas du silence, pas des secrets. » Il resta immobile un moment, puis il dit d'une voix basse, « Ce mariage, il me sert à me rappeler qui je suis. » Elle fronça les sourcils. « Et qui es-tu » Il la fixa intensément. Un homme qui a tout perdu. Cette confession la désarma. Elle pensa à sa propre perte, à ses parents, à sa maison qui n'avait jamais été vraiment la sienne. Elle s'assit lentement. « Moi aussi » murmura-t-elle. Leur regard se croisa. Pour la première fois, elle ne vit pas l'ivrogne du quartier. Elle vit un homme fatigué, peut-être blessé, mais une question restait suspendue dans son esprit. Que signifiait ce téléphone, cet homme en costume, ces billets, qui semblaient toujours apparaître au bon moment? Le soir, alors qu'elle pliait ses vêtements, quelque chose tomba de la poche de la chemise de Moussa. Une petite carte plastifiée. Elle la ramassa. Il y était inscrit un nom complet, Moussa Diallo. En dessous, le logo discret d'une grande société dont elle avait déjà entendu parler à la radio. Son cœur se mit à battre plus vite. Il entra dans la pièce au même moment et vit la carte dans sa main. Un silence dense s'installa. Dans ses yeux, elle lut pour la première fois une inquiétude réelle. La petite carte tremblait légèrement entre les doigts d'Aïcha. Elle n'osait pas lire à voix haute ce qui était écrit comme si prononcer ces mots risquait de briser quelque chose d'irréversible. Le logo, elle le connaissait. Elle l'avait entendu à la radio locale associée à des projets immobiliers, à des contrats publics, à des montants qui lui semblaient appartenir à un autre monde. Moussa ne bougeait pas. Son regard était fixé sur la carte puis sur elle. « Tu fouillais mes affaires ?» demanda-t-il d'une voix calme sans accusation. Aïcha secoua la tête. « Elle est tombée de ta poche. » Le silence s'étira. On entendait au loin une moto passer, puis les voix d'enfants dans la rue. « Tu veux m'expliquer » demanda-t-elle enfin. Il s'approcha lentement, sans brusquerie, et prit la carte de ses mains. Il la glissa dans sa poche. « Ce n'est pas le moment, » dit-il. Ces mots furent comme une gifle. « Pas le moment », répéta-t-elle la gorge serrée. « Je suis ta femme. » Le mot « femme » résonna étrangement entre eux. Il ne s'était pas encore habitué à cette réalité. Il détourna le regard. Justement. Elle sentit la colère monter mêlée à une peur sourde. « Est-ce que tout cela est un jeu ?» demanda-t-elle. « Est-ce que je suis une pièce dans quelque chose que je ne comprends pas ?» Il passa une main sur son front, visiblement fatigué. « Aïcha, il y a des choses dangereuses dans ma vie. » Elle resta immobile. « Dangereuse comment ?» Il hésita. « Dangereuse pour toi. » Ces mots la glacèrent. Elle pensa à Nadia, aux voisins, au regard méprisant. Elle avait cru que le danger était la pauvreté, la honte, la solitude. Elle n'avait pas imaginé autre chose. « Je n'ai pas peur de la pauvreté, » dit-elle doucement. «
J'y ai toujours vécu. Il la regarda intensément. Ce n'est pas de cela que je parle. Le silence devint lourd. Elle comprit qu'il ne dirait rien de plus ce soir-là. Elle s'assit sur le bord du lit, le cœur agité. Elle aurait voulu le forcer à parler, le confronter, exiger la vérité. Mais une part d'elle sentait qu'il était au bord d'un aveu qu'il ne pouvait pas encore formuler. La nuit fut longue. Au petit matin, elle se réveilla seule. La natte était vide, la porte entr'ouverte, son cœur se serra. Était-il parti? L'avait-il laissé seul avec ses questions? Elle descendit les escaliers en hâte. En bas, elle le trouva assis sur un muret, le regard perdu dans la rue encore calme. Il tenait une tasse de café. « Tu es parti tôt, » dit-elle. Il leva les yeux vers elle. « Je n'ai pas dormi. » Elle s'assit à côté de lui. Le soleil commençait à chauffer les façades décrépites. « Si tu es en danger, » dit-elle prudemment. « Je dois le savoir. » Il resta silencieux un long moment. Puis il parla d'une voix basse. « Il y a quelques années, j'avais une autre vie. J'avais des responsabilités, des associés, des ennemis aussi. » Elle écoutait immobile. « J'ai fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas cette confiance. J'ai tout perdu. » Elle pensa à sa propre confiance, trahie par Nadia, à la fragilité des liens. « Alors tu as choisi de devenir ce que les gens voient ?» demanda-t-elle. Il esquissa un sourire triste. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Elle comprit alors que son image d'ivrogne pouvait être un masque. « Oh, moi » demanda-t-elle. « Qu'est-ce que je vois ?» Il la fixa. « Tu vois un homme fatigué. » Elle sentit une émotion inattendue l'envahir. Oui, elle avait vu la fatigue, la lucidité aussi. « Mais la fatigue ne paie pas le loyer » murmura-t-elle. Il la regarda avec une intensité nouvelle. Non. Ils restèrent côte à côte en silence. Plus tard dans la matinée, un véhicule noir s'arrêta au bout de la rue. Trop élégant pour ce quartier, Aïcha le remarqua immédiatement. Un homme en descendit, costume sombre, lunettes, démarche assurée. Il s'avança vers Moussa. « Monsieur Diallo » dit-il à voix basse. Aïcha sentit son cœur battre plus vite. Moussa se leva lentement. « Je t'avais dit de ne pas venir ici. » L'homme jeta un regard discret autour de lui. La situation se complique. Les partenaires veulent des réponses. On ne peut pas continuer comme ça. Aïcha ne comprenait pas tout, mais elle percevait la tension. « Ce n'est pas le moment, » répondit Moussa fermement. L'homme insista. « Les médias commencent à poser des questions. Et ta famille aussi. » Le mot « famille » fit frissonner Aïcha. Moussa se raidit. « Pars. » L'homme hésita, puis remonta dans le véhicule qui disparut au coin de la rue. Le silence retomba. Aïcha se tourna vers lui. « Les médias » répéta-t-elle. Il ferma les yeux un instant. « Je voulais te protéger de tout ça. » Elle sentit une pointe d'ironie monter en elle. En m'épousant, il la regarda avec sérieux, en te donnant un statut que personne ne pourrait contester. Ces mots la frappèrent. « Tu crois que je voulais ça ?» demanda-t-elle. Il sembla sincèrement surpris. « Je croyais que tu avais besoin de sécurité. » Elle secoua la tête. « J'avais besoin de vérité. » Leurs regards se croisèrent chargés de reproches silencieux. Elle se leva. « Je ne suis pas une solution à tes problèmes, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis une personne. » Il la suivit des yeux sans répondre. En remontant les escaliers, Aïcha sentait un mélange de colère et de tristesse. Elle ne savait plus si elle avait épousé un homme brisé ou un homme puissant en fuite. Dans la chambre, elle s'assit sur le lit. Si ce qu'elle avait deviné était vrai, alors tout changeait. Le mépris des voisins, les rires de Mireille, l'arrogance de Nadia.
Tout reposait sur une illusion. Mais cette illusion la protégeait-elle vraiment ou la mettait-elle en danger? Elle pensa à la veille, à la carte tombée au sol. Elle pensa au regard inquiet de Moussa. Elle ne savait pas encore qui il était réellement, mais elle comprenait une chose: le mariage qu'on lui avait imposé n'était pas seulement une question de pauvreté. C'était le début d'une vérité bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Et cette vérité commençait à frapper à leur porte. Aïcha resta longtemps assise sur le lit après le départ de l'homme au costume sombre. Les bruits du quartier reprenaient leur rythme habituel, une radio qui grésille, une vendeuse de beignets qui crie son prix des enfants qui se disputent un ballon crevé. Tout semblait normal. Pourtant, en elle, quelque chose s'était déplacé. Elle ne pouvait plus voir Moussa comme avant. Quand il remonta dans la chambre, son visage était fermé. Il s'arrêta près de la porte comme s'il ne savait pas s'il avait encore le droit d'entrer pleinement dans cet espace. « On doit parler, dit-elle, avant même qu'il n'ouvre la bouche. » Il acquiesça lentement. Elle se leva, croisa les bras pour contenir le tremblement de ses mains. « Qui es-tu vraiment ?» La question était simple, mais elle portait le poids de tout ce qu'elle avait encaissé depuis des semaines. Il s'approcha de la table et s'assit. Il semblait chercher ses mots avec soin. « Je m'appelle Moussa Diallo, commença-t-il. « Tu le sais déjà, ce n'est pas ça que je demande. » Il inspira profondément. « J'ai dirigé une entreprise familiale pendant quelques années. » Elle sentit son souffle se couper. « Diriger ? » « Oui. » Le mot semblait presque incongru dans cette pièce, aux murs fissurés. « Une entreprise de quoi ? Construction, import, export, projet public. » Elle pensa au logo sur la carte, à la radio, aux sommes dont elle n'avait jamais osé imaginer l'ampleur. Alors pourquoi vivre ici? Pourquoi laisser les gens croire que tu es... Elle n'osa pas terminer la phrase. Il la termina pour elle. Un ivrogne. Le silence fut leur seul témoin. Parce que quand on tombe de haut, Aïcha, tout le monde regarde. Certains avec pitié, d'autres avec envie, beaucoup avec colère. Elle l'écoutait immobile. J'ai refusé certains accords. J'ai dénoncé des pratiques que je ne pouvais plus accepter. Des partenaires n'ont pas apprécié. On m'a isolé. On a bloqué des comptes. Sali mon nom. Elle essayait de suivre, mais ce monde lui paraissait si lointain. « Et ta famille ?» demanda-t-elle doucement. Un voile passa dans ses yeux. Ils ont choisi le silence. Elle sentit une douleur familière à ce mot, comme si tu n'existais plus. Il hocha la tête. « J'avais besoin de disparaître. » Elle s'assit face à lui. « Alors tu as choisi ce quartier ? » ?»« Oui. » « Et l'alcool ?» Il la regarda longuement. « Au début, c'était pour oublier, puis c'est devenu une armure. » Elle fronça les sourcils. « Une armure. Personne ne cherche à comprendre. Encombre un homme qu'on croit perdu. On le laisse tranquille. » Elle sentit une pointe d'amertume. « Sauf moi. » Un léger silence. « Toi, tu m'as regardé sans mépris, dit-il. » Elle détourna les yeux. « Je te regardais parce que je pensais que nous étions pareils. »« Nous le sommes, » répondit-il. Elle releva la tête brusquement. « Non, tu avais un monde derrière toi. Moi, je n'avais rien. » Il la fixa avec intensité. « Tu as ta dignité. C'est plus que beaucoup. » Ces mots la touchèrent en malgré elle, mais une autre question la brûlait. « Pourquoi m'avoir épousée ?» Il sembla surpris par la dureté de sa voix. « Ce n'était pas un plan calculé, dit-il. J'ai entendu parler de toi. » « Par qui ? » ?»« Par des gens du quartier. Ils disaient que tu travaillais sans te plaindre, que tu supportais l'humiliation sans devenir amère. » Elle sentit ses joues chauffer. « Tu as voulu me tester. » Il secoua la tête. « Non. J'ai voulu me rappeler qu'il existait encore des personnes vraies. » Elle resta silencieuse. Une part d'elle comprenait.
Une autre se sentait utilisée, et si je n'avais pas accepté? Il la regarda sans détour. Je ne t'aurais pas forcé. Elle pensa à Nadia, à la pression, à la peur d'être mise à la porte. Mais tu savais que j'étais coincé. Il baissa les yeux. Oui. Cette honnêteté la blessa plus qu'un mensonge. Elle se leva et fit quelques pas dans la pièce étroite. Alors tu m'as sauvé, ou tu m'as piégé? Il se leva à son tour. Je ne voulais pas te piéger. Mais tu ne m'as pas dit la vérité. Le silence s'installa de nouveau lourd. Elle s'approcha de la fenêtre. Le soleil éclairait les toits en tôle. Une femme étendait du linge en chantonnant. La vie continuait. « Si ce que tu dis est vrai » murmura-t-elle. « Alors les choses peuvent devenir dangereuses. » Il ne répondit pas immédiatement. « Elles le sont déjà » admit-il. Elle sentit un frisson la parcourir. « Pour moi aussi ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Je ferai tout pour que non. » Elle croisa son regard sans détourner le sien. « Ne décide pas à ma place. » Il sembla surpris. « Je ne suis plus l'orpheline qu'on déplace pour régler des dettes. » Ces mots résonnèrent avec force. Il hocha lentement la tête. « Je comprends. » Un bruit de téléphone vibra dans sa poche. Il hésita avant de le sortir. L'écran afficha un nom qu'elle ne connaissait pas. Il coupa l'appel. Elle observa le geste. « Tu ne peux pas fuir indéfiniment, » dit-elle. « Je le sais. Alors que comptes-tu faire ?» Il resta silencieux quelques secondes. « Récupérer ce qui m'appartient, mais proprement, sans violence. » Elle chercha dans son regard une trace de vengeance. Elle n'en trouva pas. « Et moi, dans tout ça ?» Il s'approcha d'elle. « Si tu veux partir, je comprendrai. Je te donnerai les moyens de commencer ailleurs. » Elle sentit une colère sourde monter. « Tu crois que tout s'achète ?» Il secoua la tête. « Non, justement. » Elle inspira profondément. Partir serait plus simple. Quitter cette histoire, retrouver une vie discrète. Mais au fond d'elle, quelque chose refusait la fuite. Elle avait vécu toute sa vie dans l'ombre des décisions des autres. Cette fois, elle voulait choisir. « Je ne pars pas, » dit-elle finalement. Il la regarda surpris. « Pas parce que tu es riche ou puissant, » ajouta-t-elle, « mais parce que je veux comprendre. » Un silence chargé d'émotions s'installa. Il sembla soulagé. « Alors nous avancerons ensemble, » dit-il doucement. Elle ne sourit pas. « Pas encore. À une condition, » précisa-t-elle. « Laquelle ? » « Plus de mensonges, même si la vérité fait mal. » Il la fixa longuement, puis hocha la tête. « D'accord. » Dans cette petite chambre sans luxe ni promesse éclatante, ils scellèrent un accord fragile. Aïcha ne savait pas si elle venait de faire le bon choix. Mais pour la première fois et depuis son mariage, elle n'était plus spectatrice. Elle devenait actrice de sa propre histoire. Et cela, malgré la peur, lui rendait une force qu'elle croyait perdue. Les jours suivants furent étrangement calmes, trop calmes. Aïcha observait Moussa avec une attention nouvelle. Chaque geste, chaque appel qu'il refusait, chaque sortie pour prendre l'air, prenait désormais une autre dimension. Elle n'était plus la jeune épouse résignée d'un homme que le quartier méprisait. Elle était devenue la gardienne d'un secret qu'elle ne maîtrisait pas encore. Le matin, elle descendait au marché avec son panier en osier. Les femmes la saluaient sans chaleur. « Alors ton mari a-t-il déjà trouvé un travail ?» lançait l'une. « Fais attention à ton sac, hein. Avec les ivrognes, on ne sait jamais, » murmurait une autre. Aïcha serrait les dents. Elle sentait parfois la tentation de crier « Vous ne savez rien », mais elle se retenait. Elle avait appris que la vérité révélée trop tôt pouvait se retourner contre celui qui la porte. En rentrant un après-midi, elle trouva la porte de la chambre entr'ouverte. Moussa était assis sur le lit, penché sur des documents. Il les replia rapidement en la voyant. « Tu travailles » demanda-t-elle doucement. Il hésita. « J'essaie de régler certaines choses. »
Elle posa son panier. Avec l'homme en costume, il acquiesça. Elle s'assit face à lui. « Est-ce qu'ils savent où tu es ?» Il la fixa. « Certains, oui. » Un frisson parcourut son dos. « Et ceux qui te veulent du mal. » Il détourna le regard vers la fenêtre. « Il me croit détruit. » Elle sentit l'angoisse monter. Et s'il découvre que ce n'est pas vrai? Il resta silencieux. Ce silence lui répondit plus que des mots. Le soir, alors qu'il mangeait en silence, des voix s'élevèrent dans la ruelle. Aïcha reconnut celle de Mireille. Elle se pencha à la fenêtre. Mireille se tenait en bas, entourée de 2 amis. « Il paraît que ton mari reçoit des messieurs bien habillés, » lançait-elle à voix haute. « Peut-être qu'il prépare un nouveau tour pour voler les gens, les fils riaïennes. » Aïcha sentit son cœur se serrer. Moussa se leva lentement. « Laisse-les, dit-il. » Mais elle ne pouvait pas. Les paroles de Mireille étaient comme des braises qu'on jette sur une plaie encore vive. Elle descendit les escaliers. « Pourquoi tu racontes ça ?» demanda-t-elle à Mireille. Cette dernière haussa les épaules. « Les gens parlent, moi aussi. Tu sais que ce n'est pas vrai. » Mireille s'approcha, le regard dur. « Je sais que tu as toujours voulu être meilleure que moi. » Aïcha fut surprise. « Ce n'est pas une compétition. »« Si, » répliqua Mireille. « Tu as toujours fait la gentille, la pauvre orpheline courageuse. Ça fatigue. » Ces mots la frappèrent. Elle comprit que derrière la méchanceté se cachait une jalousie ancienne. « Je ne t'ai jamais voulu de mal, » dit-elle calmement. Mireille ricana. « Maintenant que tu es mariée, tu te prends pour quelqu'un. » Aïcha sentit une force nouvelle en elle. « Je me prends pour moi-même. » Ou silence tendu suivit. Les voisines observaient discrètement derrière leurs rideaux. Mireille finit par détourner les yeux. « On verra combien de temps ça dure, » murmura-t-elle avant de partir. Aïcha remonta le cœur battant. Moussa l'attendait appuyé contre le mur. « Tu n'étais pas obligé, dit-il. »« Je suis fatigué de me taire, » répondit-elle. Il la regarda avec une admiration silencieuse. Cette nuit-là, elle eut du mal à dormir. Les paroles de Mireille résonnaient encore dans sa tête. Et si les rumeurs prenaient de l'ampleur, et si quelqu'un décidait d'enquêter? Le lendemain, alors qu'elle revenait du marché, un homme inconnu l'aborda. « Vous êtes bien l'épouse de Moussa Diallo ?» Son cœur s'emballa. « Oui. » L'homme se présenta comme journaliste. « Nous avons entendu certaines choses. Nous aimerions lui parler. » Elle sentit la panique monter. « Je ne sais rien, » dit-elle rapidement. « Justement, les gens disent qu'il a disparu il y a 2 ans puis réapparu ici. C'est curieux, non ?» Elle recula d'un pas. « Je n'ai rien à dire. » Elle rentra précipitamment, le souffle court. Moussa comprit immédiatement à son visage que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle lui raconta la rencontre. Il ferma les yeux un instant. « Ça commence, » murmura-t-il. Elle sentit une colère mêlée de peur. « Tu m'as dit que je ne serais pas en danger. Je ferai en sorte que tu ne le sois pas. » Elle le fixa. Ce n'est pas une réponse. Il passa une main dans ses cheveux visiblement tendus. « Je dois peut-être affronter les choses plus vite que prévu. » Elle s'approcha. « Alors fais-le, mais ne me laisse pas dans l'ombre. » Il la regarda longuement. « Tu es plus courageuse que tu ne le crois. » Elle ne se sentait pas courageuse. Elle se sentait exposée. Le soir, un appel arriva. Il répondit cette fois. « Oui, je sais. Non, je ne peux pas revenir comme ça. » Elle n'entendait que des fragments. « D'accord, demain. » Il raccrocha. Le silence qui suivit était lourd. « Tu pars ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Pour rencontrer ceux qui pensent encore que je suis à genoux. » Elle sentit son estomac se nouer. « Et si c'est un piège ?»
Il la regarda avec douceur. Toute ma vie récente a été un piège. Elle s'approcha de lui. Ne fais pas ça seul. Il esquissa un sourire triste. C'est justement pour que tu n'aies plus à vivre dans la peur que je dois le faire. Elle posa sa main sur la sienne. Alors promets-moi de revenir. Il la fixa intensément. Je te le promets. Elle savait que certaines promesses ne dépendent pas seulement de la volonté. Mais elle choisit d'y croire. Quand il quitta la chambre le lendemain matin, elle resta longtemps à la fenêtre, le regard suivant sa silhouette jusqu'au coin de la rue. Pour la première fois depuis son mariage, elle comprit que l'épreuve ne serait pas seulement celle de la pauvreté ou du mépris, ce serait celle du courage. Et elle ignorait encore combien ce courage allait lui coûter. Le silence, après le départ de Moussa, fut plus lourd que tous les bruits du quartier réunis. Aïcha resta longtemps debout, près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux fixés sur la ruelle vide. Chaque silhouette qui passait lui faisait lever le cœur. Elle avait l'impression que l'air lui manquait. Elle n'avait jamais attendu quelqu'un avec autant d'inquiétude. Pour chasser ses pensées, elle descendit acheter du poisson. Elle marcha vite la tête basse, mais même au marché, elle ne parvenait pas à se concentrer sur les prix, sur la fraîcheur des produits, sur les cris des vendeuses. « Tu n'as pas l'air bien, ma fille », observa une vieille marchande. Aïcha esquissa un sourire forcé. « Ça va. » Mais rien n'allait. Sur le chemin du retour, elle sentit une légère faiblesse la gagner. Peut-être la fatigue, peut-être le stress accumulé. Elle continua malgré tout jusqu'à ce que sa vision se trouble légèrement. Elle s'arrêta, posa son panier au sol. Le monde semblait tourner plus vite. Elle se força à respirer profondément. Une main la soutint soudain. « Attention, madame. » Un jeune homme l'aida à s'asseoir sur un muret. « Vous êtes pâle. » Elle secoua la tête. « Ce n'est rien. » Mais ses jambes tremblaient. Quelques minutes plus tard, elle se sentit un peu mieux. Le jeune homme proposa de l'accompagner jusqu'à l'immeuble. Arrivée devant la porte, elle le remercia et monta lentement les escaliers. Dans la chambre, elle s'allongea sur le lit. Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, la lumière avait changé. Le soleil déclinait déjà. Elle se redressa brusquement. Moussa n'était toujours pas rentré. Une inquiétude sourde monta en elle. Elle prit son téléphone, un appareil simple qu'il lui avait acheté quelques jours plus tôt, et regarda l'écran. Aucun appel. Elle hésita puis composa son numéro. La sonnerie retentit longuement. Puis, une voix qu'elle ne connaissait pas répondit. « Allô ?» Son cœur se mit à battre violemment. « Je cherche Moussa Diallo. » Un court silence. Il est à l'hôpital. Le monde sembla s'arrêter. À l'hôpital, pourquoi? Malaise. Rien de grave, je pense. Venez au centre hospitalier Saint-Augustin. La ligne se coupa. Ses mains tremblaient. Elle attrapa son foulard, descendit les escaliers presque en courant. Elle héla un taxi-moto, lui donna l'adresse d'une voie qu'elle ne reconnaissait pas. Le trajet lui parut interminable. À l'hôpital, l'odeur de désinfectant et les couloirs blancs la firent de frissonner. Elle se présenta à l'accueil. « Moussa Diallo, on m'a dit qu'il est ici. » L'infirmière consulta un registre. Salle d'observation au fond à droite. Aïcha marcha vite, le cœur battant. Elle le trouva assis sur un lit, une perfusion légère au bras. Un homme en costume sombre se tenait près de lui, le même que celui de la ruelle. Moussa leva les yeux en la voyant. « Aïcha !» Elle s'approcha les yeux brillants. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il tenta un sourire. « Rien. Juste un peu de tension. » L'homme en costume intervint. Il n'a pas mangé de la journée et la pression était élevée. Elle sentit la colère monter. « Vous l'avez poussé à bout. » L'homme sembla surpris. « Nous avons simplement discuté d'affaires urgentes. » Aïcha se tourna vers Moussa. «
Des affaires plus urgentes que ta santé. Il baissa les yeux, elle posa doucement sa main sur la sienne. Tu m'avais promis de revenir. Je suis revenu, murmura-t-il. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se retint. Le médecin entra brièvement. Rien d'alarmant. Du repos, moins de stress. Moins de stress. Comme si c'était si simple. L'homme en costume regarda sa montre. « Nous devons parler, dit-il à Moussa. » Aïcha se redressa. « Ah... » Pas ici. Sa voix était ferme. L'homme la dévisagea étonné par son assurance. « Madame, il s'agit de décisions importantes. »« Sa santé est plus importante, » répliqua-t-elle. Un silence tendu suivit. Moussa posa doucement sa main sur celle d'Aïcha. « Ça va, dit-il. Il a raison. On ne peut plus attendre. » Elle sentit son cœur se serrer. Attendre quoi? Il inspira profondément. La société est au bord d'une prise de contrôle hostile. Si je ne me présente pas officiellement, ils prendront tout. Elle le regarda perdu. Officiellement. Je suis toujours actionnaire majoritaire, expliqua-t-il. Mais tant que je reste dans l'ombre, ils avancent. Elle comprit alors que son silence n'était plus possible. « Alors montre-toi », dit-elle doucement. Il la fixa surpris. « Tu es sûr ?» Elle hésita une seconde. L'idée que son mari redevienne publiquement l'homme puissant qu'il était la terrifiait. Les médias, les ennemis, les regards. Mais le voir s'éteindre à petit feu la terrifiait davantage. « Je préfère affronter la vérité que vivre dans le mensonge », dit-elle. Ces mots résonnèrent en elle comme une décision irrévocable. L'homme en costume sembla soulagé. « Nous pouvons organiser une conférence dès demain. » Aïcha sentit un frisson. « Demain ?» Moussa la regarda. « Il faut frapper vite. » Elle serra sa main. « Alors fais-le, mais proprement, sans arrogance. » Il esquissa un léger sourire. « Je n'ai plus le luxe de l'arrogance. » Quelques heures plus tard, ils quittèrent l'hôpital ensemble. La nuit était tombée. Dans le taxi, elle posa sa tête contre la vitre. Les lumières de la ville défilaient. « Tu n'es plus seule » murmura-t-elle. Il la regarda avec une gratitude silencieuse. « Grâce à toi. » Elle ne savait pas si elle devait se sentir fière ou effrayée. En rentrant dans la petite chambre, elle réalisa que tout allait changer. Les voisins ne verraient plus seulement l'ivrogne. Nadia apprendrait la vérité. Mireille aussi. Mais ce changement apporterait-il la justice? Ou de nouveaux dangers? Allongée sur le lit, les yeux ouverts dans l'obscurité. Aïcha comprit que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Et cette fois, elle avait choisi d'y faire face. Le lendemain matin, Aïcha se réveilla avec une sensation étrange, comme si l'air lui-même était plus lourd. La décision prise à l'hôpital résonnait encore dans son esprit se montrer. Sortir de l'ombre. Mettre fin au masque. Moussa était déjà debout. Il ne portait ni chemise froissée ni sandales poussiéreuses. Sur la chaise, soigneusement disposée, un costume sombre attendait. Aïcha le regarda en silence. C'était la première fois qu'elle voyait cet homme sans le voile du quartier, sans l'armure de l'abandon. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle doucement. Il ajusta ses manchettes. « Non » répondit-il honnêtement. « Mais je suis prêt. » Elle s'approcha, lissa distraitement le col de sa veste. « Alors, fais-le pour les bonnes raisons. » murmura-t-elle. « Pas pour prouver quelque chose à ceux qui t'ont humilié. » Il la fixa avec gravité. « Je le fais pour récupérer ce qui m'appartient et pour arrêter de fuir. » Elle hocha la tête. Vers 10 heures, le véhicule noir revint. Cette fois, il ne s'arrêta pas discrètement au bout de la rue. Il se gara devant l'immeuble. Les voisins sortirent aussitôt attirés par la curiosité. Aïcha sentit les regards glisser sur eux lorsqu'ils descendirent les escaliers ensemble. Moussa marchait droit sans arrogance mais sans se cacher. Un murmure parcourut la ruelle. « C'est quoi ça »
Moussa dans une voiture comme ça. Mireille apparut à l'angle de la rue, les yeux écarquillés. Elle resta figée en voyant Moussa ouvrir la portière pour Aïcha. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Aïcha ne détourna pas les yeux. Elle monta dans la voiture. Le trajet vers le centre-ville lui sembla irréel. Les immeubles devenaient plus hauts, les routes plus larges. Le siège en cuir, l'odeur discrète du parfum à l'intérieur du véhicule, tout contrastait avec leur petite chambre. Elle sentit une angoisse la gagner. « Est-ce que je dois venir ?» demanda-t-elle. Moussa la regarda. « Je veux que tu sois là. » Elle avala sa salive. Le bâtiment où ils arrivèrent était moderne, vitré, imposant. Aïcha leva les yeux vers la façade. Elle se sentit minuscule. À l'intérieur, des employés en costume circulaient avec efficacité. Certains s'arrêtèrent en voyant Moussa. Un silence étrange s'installa sur leur passage. « Monsieur Diallo » murmura une femme avec stupeur. Il inclina légèrement la tête sans s'arrêter. Dans une salle de conférence, plusieurs hommes et femmes étaient déjà installés autour d'une grande table. L'homme au costume sombre prit la parole. « Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, Monsieur Diallo est de retour. » Un frisson parcourut la pièce. Aïcha resta légèrement en retrait, observant tout avec une attention aiguë. Un homme plus âgé au regard froid se leva. « Nous pensions que vous aviez abandonné vos responsabilités, » dit-il sèchement. Moussa soutint son regard. « Je n'ai jamais abandonné mes parts. » Un silence tendu suivit. « Pendant votre absence, nous avons dû prendre des décisions, » reprit l'homme. « Des décisions qui ne respectent pas les accords initiaux, » répondit Moussa calmement. Aïcha ne comprenait pas tous les termes, mais elle percevait la lutte. Elle observait son mari parler avec assurance, argumenter avec précision. Ce n'était plus l'homme assis au maquis-bouteille à la main. C'était quelqu'un d'autre. Ou peut-être était-ce enfin lui-même. Elle sentit une fierté discrète naître en elle, mais aussi une inquiétude. Après plus d'une heure de discussion tendue, Moussa se leva. « Une conférence de presse aura lieu cet après-midi, » déclara-t-il. « Je clarifierai publiquement ma position. » Les visages se crispèrent. « Ce serait imprudent, » lança l'homme au regard froid. « Ce serait nécessaire, » répondit Moussa. La réunion se termina dans un silence lourd. Dans le couloir, Aïcha le rejoignit. « Tu as été impressionnant, » murmura-t-elle. Il la regarda fatiguée. « Ce n'est que le début. » Elle sentit son cœur se serrer. La conférence eut lieu quelques heures plus tard. Les journalistes étaient nombreux, les caméras braquées vers la petite estrade. Aïcha resta au fond de la salle. Quand Moussa prit la parole, un silence immédiat s'imposa. « Pendant 2 ans, je me suis retiré. Par choix et par nécessité, » dit-il d'une voix claire. « Aujourd'hui, je reviens pour assumer mes responsabilités. » Les questions fusèrent. Pourquoi avoir disparu? Étiez-vous impliqué dans des irrégularités? Avez-vous simulé votre faillite? Aïcha sentit la tension monter. Moussa répondit sans s'emporter. Il parla de divergences éthiques, de désaccords internes, de volonté de transparence. Il ne mentionna ni la petite chambre ni le quartier. À la fin, un journaliste posa une question inattendue. « On dit que vous vivez dans un quartier populaire sous une fausse identité. Est-ce vrai ?» Un murmure parcourut la salle. Aïcha sentit son cœur cogner. Moussa marqua une pause. « Je n'ai jamais porté de fausse identité, » répondit-il. « Mais j'ai appris que la valeur d'un homme ne dépend pas du regard des autres. » Il ne dit rien de plus. Quand la conférence s'acheva, Aïcha eut l'impression d'avoir traversé une tempête. De retour dans la voiture, elle laissa échapper un souffle long. « Ah, ça y est, » murmura-t-elle. « Non, » répondit-il doucement. « Maintenant tout le monde sait que je suis revenu. » Elle comprit ce que cela signifiait. Les alliés,
les ennemis et Nadia. Son téléphone vibra. Un message de Mireille. « C'est quoi ce que je viens de voir à la télé ?» Aïcha fixa l'écran sans répondre. Quelques minutes plus tard, un appel de Nadia. Elle hésita puis décrocha. « Aïcha... » La voix était tremblante. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle sentit un mélange d'émotions contradictoires. « Il n'y avait rien à dire, » répondit-elle calmement. « Rien à dire? Tu es mariée à un homme comme ça ?» Le ton avait changé. Plus de mépris, plus de condescendance, seulement de la stupeur. Aïcha ferma les yeux un instant. Elle pensa aux humiliations, aux menaces d'expulsion, aux regards froids. « Oui, » dit-elle simplement. Un silence. « Il faut que vous veniez à la maison, » reprit Nadia précipitamment. « On doit parler. » Aïcha sentit une tension revenir. Elle regarda Moussa. « Elle veut qu'on vienne. » Il resta silencieux un instant. « Nous irons, » dit-il finalement. Elle comprit que cette visite ne serait pas simple. Ce ne serait plus l'orpheline qu'on rabaisse. Ce ne serait plus l'ivrogne qu'on méprise. Ce serait une confrontation. Et au fond d'elle, Aïcha savait que cette rencontre déciderait de la place qu'elle occuperait désormais dans le monde. Le trajet vers la maison de Nadia fut plus court que dans les souvenirs d'Aïcha. Peut-être parce que cette fois, elle n'y retournait pas en suppliant ni en tremblant. Elle y retournait debout. Le véhicule noir s'arrêta au début de la ruelle. Moussa coupa le moteur. « On peut encore repartir, » dit-il doucement. Aïcha secoua la tête. « Non, j'ai fui assez longtemps. » Elle sentit sa propre voix vibrer d'une assurance nouvelle. Pourtant, au fond d'elle, une petite fille blessée murmurait encore. Ils descendirent ensemble. Les voisins observaient sans discrétion. Certains chuchotaient, d'autres faisaient semblant de balayer devant leur porte pour mieux regarder. La maison de Nadia n'avait pas changé mur écaillé, portail grinçant, cour poussiéreuse. Mais Aïcha, elle n'était plus la même. Nadia les attendait sur le seuil, son pagne était soigneusement ajusté, son foulard parfaitement noué. Elle affichait un sourire incertain. « Entrez », dit-elle d'une voix adoucie. Aïcha perçut immédiatement la différence. Plus de ton autoritaire, plus de soupirs méprisants. Ils s'assirent dans le salon étroit. Mireille était là aussi silencieuse, le regard troublé. Un silence gênant s'installa. Nadia prit la parole. « Je ne savais pas, » commença-t-elle. « Si j'avais su... » Aïcha sentit une pointe amère monter en elle. « Si j'avais su... » Comme si tout se résumait à cela. « Su quoi ?» demanda-t-elle calmement. Nadia hésita. « Que Moussa... que vous... » Elle chercha ses mots. « Que je n'étais pas un bon à rien. » Compléta Moussa avec une neutralité glacée. Mireille baissa les yeux. Nadia se tortilla les mains. « Les gens parlent. On entend des choses. » Aïcha observa la scène avec une distance nouvelle. Elle se souvenait des paroles cruelles des menaces. « Vous m'avez forcé » dit-elle doucement. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était simplement vraie. Nadia releva brusquement la tête. « Je t'ai protégée. » Ses smots firent en vibrer quelque chose en Aïcha. « Protégée de quoi ?» demanda-t-elle. « De la rue ou de votre honte ?» Un silence lourd tomba. Mireille murmura « On ne voulait pas que tu restes ici indéfiniment. » Aïcha la regarda. « J'ai travaillé pour cette maison. »« Oui, mais... » Mireille s'interrompit. Elle ne trouvait plus ses arguments. Moussa restait silencieux observant. Nadia inspira profondément. Nous étions dans une situation difficile. Les dettes... Aïcha sentit son cœur se serrer. « Les dettes que vous avez créées, » dit-elle doucement. Nadia pâlit. « Comment oses-tu » ?»« Je ne fais que dire ce que j'ai vu, » poursuivit Aïcha. « Les robes neuves, les sorties,
pendant que je comptais les pièces pour acheter du savon. Les mots sortaient d'elle sans colère, mais avec une clarté tranchante. Mireille se leva brusquement. « Tu exagères », Aïcha la fixa. « Non, j'ai juste longtemps gardé le silence. » Le silence devint presque étouffant. Moussa prit enfin la parole. « Nous ne sommes pas venus pour humilier qui que ce soit, » dit-il calmement. « Mais pour que les choses soient claires. » Nadia avala sa salive. « Claires comment ? » « Les dettes ont été réglées, » répondit-il. « Pas pour acheter le respect, mais pour éviter que le nom d'Aïcha ne soit encore associé à des menaces d'expulsion. » Aïcha tourna la tête vers lui surprise. Elle ne savait pas qu'il avait déjà agi. Nadia sembla déstabilisée, réglée. « Oui. » Un silence. « Alors, tout est oublié ?» demanda Mireille d'une voix incertaine. Aïcha sentit son cœur se contracter, oublié. Elle pensa aux nuits où elle pleurait en silence, aux humiliations, aux regards de pitié. Peut-on oublier ce qui a façonné une blessure ? Elle inspira lentement. « Je ne suis pas venue pour me venger, » dit-elle enfin. Nadia releva les yeux presque soulagée. « Mais je ne veux plus jamais être traitée comme un fardeau, » poursuivit Aïcha. « Ni ici ni ailleurs. » Sa voix était stable. « Je veux que vous reconnaissiez ce que vous avez fait. » Nadia resta muette. Les secondes passaient. Enfin, elle murmura « Peut-être que j'ai été dure. » Ces mots étaient faibles, insuffisants. Aïcha sentit une déception la traverser. « Pas dur, » corrigea-t-elle doucement. « Injuste. » Mireille détourna le regard. Un long silence suivit. Puis à la surprise, d'Aïcha Nadia baissa la tête. « Je pensais faire ce qu'il fallait, » dit-elle d'une voix plus basse. « J'avais peur, peur de manquer, peur de perdre la maison. » Aïcha comprit cette peur. Elle l'avait vécue. « La peur ne justifie pas tout, » répondit-elle. Nadia hocha lentement la tête. Le moment était fragile. Moussa se leva. « Nous allons partir, » dit-il. Aïcha se leva à son tour. En quittant la maison, elle ressentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Dans la ruelle, les voisins faisaient semblant de ne pas les observer, mais leurs oreilles étaient tendues. Mireille les suivit jusqu'au portail. « Aïcha !» appela-t-elle. Aïcha se retourna. Mireille semblait hésiter. « Je ne pensais pas que tu reviendrais comme ça. » Aïcha la regarda calmement. « Moi non plus. » Elle monta dans la voiture. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse. Moussa finit par demander « Tu regrettes ?» Elle réfléchit. « Non. » Elle posa sa main sur la sienne. « Mais je comprends une chose maintenant. » « Laquelle ? » L'injustice ne disparaît pas quand on devient puissant. Elle change juste de visage. Il la regarda pensif. Elle comprenait que leur combat ne se limitait pas à une famille ou à une entreprise. C'était un combat pour la dignité. Et pour la première fois depuis longtemps, Aïcha ne se sentait plus prisonnière du passé. Mais elle savait aussi que Nadia n'avait pas dit son dernier mot. Dans ses yeux, juste avant leur départ, Aïcha avait perçu autre chose que du regret, une inquiétude, et peut-être une intention cachée. 2 jours après leur visite chez Nadia, le calme apparent se fissura. Aïcha était en train d'étendre du linge sur la corde tendue entre 2 murs lorsque des voix fermes retentirent dans la ruelle. Elle reconnut immédiatement le ton officiel, celui qui ne laisse pas place à l'improvisation. Elle se pencha par-dessus le balcon. 2 agents de police se tenaient devant l'immeuble. À leur côté, Nadia. Son cœur se serra. Elle descendit les escaliers, le souffle court. Moussa, alerté par le bruit, la suivit. « Madame Aïcha Diallo » demanda l'un des agents. Le nom la frappa. Diallo. Elle n'était plus seulement l'orpheline. Elle portait désormais un nom qui attirait l'attention. « Oui » répondit-elle. L'agent consulta un document.
Nous avons reçu une plainte pour violence conjugale et séquestration. Le monde sembla vaciller. Quoi ? Souffla-t-elle. Elle se tourna vers Nadia. Cette dernière évitait son regard. C'est absurde, dit Moussa calmement. La plainte affirme que vous retenez votre épouse contre son gré et que vous exercez une pression psychologique sur elle, poursuivit l'agent. Aïcha sentit une vague glacée la traverser. C'est faux, dit-elle d'une voix ferme. Personne ne me retient. L'agent la fixa attentivement. Madame, êtes-vous libre de vos mouvements ? Elle soutint son regard. Oui. Il marqua une pause. Êtes-vous en sécurité ? Elle pensa à leur discussion, à leur tension, à leur silence. Elle pensa aussi au respect qu'il lui avait montré. Oui, répéta-t-elle. Nadia prit enfin la parole. Elle ne va pas avouer devant lui, lança-t-elle feignant l'inquiétude. Il la manipule. Aïcha sentit la colère monter, mais elle se força à rester calme. « Et personne ne me manipule, » dit-elle clairement. « J'ai choisi ce mariage. » Les agents échangèrent un gars. « J'ai gagné. »« Nous devons quand même vérifier, » dit l'un d'eux. Ils montèrent dans la chambre. Aïcha les suivit le cœur battant. La pièce modeste, le matelas, la petite table. Rien ne suggérait une séquestration. Les agents inspectèrent rapidement. « Avez-vous des blessures ?» demanda l'un d'eux à Aïcha. Elle secoua la tête. « Non. » Ils prirent quelques notes. En redescendant, l'un des agents se tourna vers Nadia. « Madame, nous ne constatons aucune infraction. » Le visage de Nadia se crispa. « Elle a peur, » insista-t-elle. « Vous ne voyez pas ?» Aïcha s'avança. « Ce que vous voyez, dit-elle d'une voix contrôlée, c'est une femme qui ne dépend plus de vous. » Le silence tomba sur la ruelle. Les voisins observaient avides de drame. Nadia pâlit. « Tu me manques de respect ?» murmura-t-elle. Aïcha la regarda longuement. Le respect ne se réclame pas. Il se construit. Les agents quittèrent les lieux, laissant derrière eux un silence lourd. Nadia resta figée quelques secondes, puis se détourna brusquement et s'éloigna sans un mot. Aïcha sentit ses jambes fléchir légèrement. Moussa posa une main rassurante dans son dos. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais son cœur battait encore trop vite. « Elle ne s'arrêtera pas » murmura-t-elle. Il la regarda avec gravité. « Non. » Ils remontèrent dans la chambre. Aïcha s'assit sur le lit. « Pourquoi ferait-elle ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « La peur, » répondit-il doucement. Elle releva les yeux. Peur de quoi ? De perdre le contrôle, de perdre l'image qu'elle avait d'elle-même. Aïcha sentit une douleur sourde. « Elle aurait pu me perdre pour toujours, » murmura-t-elle. Il s'agenouilla devant elle. « Elle ne peut plus te posséder. » Le mot « posséder » résonna en elle. Toute sa vie, elle avait été déplacée, décidée, imposée. Cette plainte était une dernière tentative pour la ramener dans une position de faiblesse. Elle sentit une détermination nouvelle naître en elle. « On ne peut pas laisser ça passer, » dit-elle. Il la fixa. « Que veux-tu faire ?» Elle hésita. Elle n'avait jamais cherché la confrontation publique. Elle avait toujours privilégié le silence. Mais cette fois, le silence serait une complicité. « Je veux que la vérité soit dite devant tout le monde, » répondit-elle. Il comprit immédiatement. « Tu es sûr ?» Elle pensa au regard dans la ruelle, au murmure. « Oui. » Le soir même, elle contacta le chef du comité de quartier, un homme respecté pour son sens de la justice. « Je veux qu'on parle, » dit-elle simplement. Une réunion fut organisée pour le lendemain. Le lendemain, la petite cour de la maison de Nadia se remplit de voisins. Les cheppepliques furent disposés en cercle. Aïcha arriva aux côtés de Moussa. Nadia était déjà là, visiblement tendue. Le chef du comité prit la parole. « Nous sommes réunis pour clarifier des accusations graves. » Un murmure parcourut l'assemblée.
Aïcha sentit son cœur battre, mais elle ne détourna pas le regard. « On a dit que j'étais retenue contre mon gré, » commença-t-elle. « Que je vivais dans la peur. » Elle marqua une pause. « Ce n'est pas vrai. » Les regards se tournèrent envers Nadia. « J'ai accepté ce mariage. Oui, j'ai souffert ici. Oui, j'ai été humiliée. Mais personne ne m'a forcé à rester avec mon mari. » Un silence lourd suivit. « Si quelqu'un m'a retenu dans la peur, ce n'est pas lui, » ajouta-t-elle en regardant Nadia. Un frisson parcourut l'assemblée. Nadia tenta de se défendre. « Je voulais la protéger. » Aïcha secoua doucement la tête. « Non, vous vouliez décider pour moi. » Le chef du comité intervint. « Les accusations sont graves. Si elles sont fausses, elles doivent cesser immédiatement. » Les regards se firent plus durs envers Nadia. Aïcha sentit une étrange tristesse l'envahir. Elle n'éprouvait pas de triomphe, seulement la fin d'une illusion. Quand la réunion se termina, les voisins se dispersèrent en murmurant. Nadia resta seule au milieu de la cour. Aïcha la regarda une dernière fois. Elle ne ressentait plus de peur, seulement une distance définitive. En rentrant dans la petite chambre, elle s'assit près de la fenêtre. « Tu as été courageuse, » dit Moussa doucement. Elle secoua la tête. « Non, j'ai été juste. » Et pour la première fois, elle comprit que la justice ne consiste pas à écraser l'autre, mais à se tenir debout sans trembler. La réunion du quartier laissa une trace invisible dans le cœur d'Aïcha. Elle avait parlé sans trembler, mais une fois seule, une fatigue profonde l'envahit. Non pas une fatigue du corps, mais celle de l'âme, celle qui naît quand on cesse enfin de se taire. Le lendemain matin, la ruelle semblait différente. Les mêmes murs, les mêmes enfants, jouant pieds nus, les mêmes odeurs de café et de poussière. Pourtant, les regards avaient changé. Certains voisins la saluaient désormais avec respect. « Bonjour, Madame Diallo », dit une femme en lui tendant un sourire timide. Aïcha répondit poliment, mais une gêne subsistait en elle. Elle ne voulait pas être respectée parce que son mari était puissant. Elle voulait l'être pour ce qu'elle était. En remontant les escaliers, elle trouva Moussa devant la fenêtre téléphone à la main. « C'est officiel », dit-il en se tournant vers elle. « Le conseil d'administration a accepté ma réintégration à la tête de l'entreprise. » Elle resta immobile. « Donc, tu reprends tout ?» Il hocha la tête. « Oui, mais pas comme avant. » Elle s'approcha. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il posa le téléphone. « Je veux restructurer, mettre fin aux pratiques douteuses, investir dans des projets sociaux. » Elle l'observa attentivement. « Et ceux qui te combattaient ? Certains vont partir, d'autres devront rendre des comptes. » Elle perçut une détermination nouvelle en lui, mais elle se souvenait aussi de l'homme assis au maquis brisé par les trahisons. « Tu es prêt à affronter tout ça ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita une seconde. « Je ne le serai jamais totalement, mais je ne veux plus me cacher. » Elle sentit une pointe d'émotion. « Et moi ?» Il la regarda longuement. « Toi, tu n'es plus seulement la femme que j'ai épousée, tu es celle qui m'a forcé à me regarder en face. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Mais une question restait suspendue. « Moussa, » murmura-t-elle, « est-ce que tu m'as épousé par amour ?» Le silence se posa entre eux dense. Il ne détourna pas le regard. Au début, je ne savais pas ce que je ressentais. Je cherchais une vérité. Elle sentit son cœur se serrer. Et maintenant, il s'approcha d'elle. Maintenant, je sais que sans toi, je serais encore en train de fuir. Elle ne répondit pas immédiatement. L'amour n'était pas une déclaration brillante. C'était une construction lente faite de choix. « Je ne veux pas être un symbole dans ta renaissance, » dit-elle enfin. « Je veux être ton égal. » Il acquiesça sans hésiter. « Alors, sois-le. »
Ces deux mots résonnèrent comme une promesse. Plus tard dans la journée, un nouveau défi se présenta. Un article circulait déjà sur les réseaux sociaux, le retour controversé de Moussa Diallo. Certains commentaires saluaient son courage. D'autres insinuaient qu'il avait manipulé l'opinion en jouant le rôle du pauvre ivrogne. Aïcha lut quelques lignes puis reposa le téléphone. « Ils vont tout remettre en question, dit-elle. »« Oui, répondit-il calmement. Mais cette fois, je répondrai. » Elle le fixa. Avec transparence, avec vérité. Le soir, alors qu'il dînait, quelqu'un frappa à la porte. Aïcha ouvrit. Nadia se tenait là. Son visage n'était plus arrogant, il était tendu. « Je peux entrer ?» Aïcha hésita puis s'écarta. Nadia s'assit sur la chaise. « Les gens parlent beaucoup, dit-elle. » Aïcha ne répondit pas. On dit que Moussa va récupérer tout son pouvoir. Moussa resta silencieux. Nadia fixa Aïcha. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Aïcha sentit une fatigue revenir. Vous avez porté plainte contre lui, rappela-t-elle calmement. Nadia baissa les yeux. J'avais peur. Encore la peur. Peur de quoi cette fois? Demanda Aïcha. Peur d'être laissée derrière. Ces mots surprirent Aïcha. Nadia reprit plus doucement. Toute ma vie, j'ai lutté pour ne pas manquer. Quand ton père est mort, j'ai vu l'avenir s'effondrer. Aïcha l'écoutait sans l'interrompre. Je me suis accroché au contrôle. Même quand ça devenait injuste. Un silence fragile s'installa. Aïcha ne ressentait plus la même colère qu'avant. Elle voyait maintenant une femme qui s'était laissée gouverner par la peur. « Ce que vous avez fait m'a blessée, » dit-elle simplement. Nadia hocha la tête. « Je le sais. » C'était la première fois qu'elle l'admettait clairement. Moussa intervint doucement. « Nous ne cherchons pas de conflit, mais il ne doit plus y avoir de mensonges. » Nadia leva les yeux vers lui. « Je comprends. » Elle se leva. « Je ne veux pas être votre ennemi. » Aïcha resta silencieuse. Elle comprenait que le pardon ne se décrète pas. Il se construit. Après le départ de Nadia, elle resta longtemps immobile. « Tu penses qu'elle a changé ?» demanda-t-elle. Moussa haussa légèrement les épaules. Peut-être qu'elle commence à comprendre. Aïcha regarda autour d'elle la petite chambre, les murs simples. Tout avait commencé ici. Elle pensa à la jeune femme qui avait accepté un mariage par nécessité, à la femme qu'elle devenait maintenant. « Ah, la richesse ne me rend pas plus grande, » murmura-t-elle. « Mais elle ne me rend pas plus petite non plus. » Moussa sourit légèrement. « Elle révèle seulement ce que nous sommes. » Elle hocha la tête. La nuit tomba doucement sur la ruelle. Aïcha comprit que la vraie transformation ne se mesurait pas en action ou en titre. Elle se mesurait dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même quand le monde change autour de vous. Et pour la première fois, elle ne se sentait ni victime ni protégée. Elle se sentait libre. La liberté qu'Aïcha croyait avoir atteinte fut mise à l'épreuve plus vite qu'elle ne l'imaginait. Quelques jours après la visite de Nadia, une nouvelle convocation arriva. Cette fois, ce n'était ni la police ni le comité de quartier. C'était une invitation officielle du conseil municipal. Un projet immobilier lié à l'entreprise de Moussa concernait directement le quartier où elle avait grandi. « Ils veulent rénover toute la zone », expliqua Moussa en posant le document sur la table. « Officiellement pour améliorer les conditions de vie. » Aïcha parcourut les lignes. Et officieusement, il la regarda gravement. Certains investisseurs veulent racheter les terrains à bas prix. Beaucoup de familles risquent d'être déplacées. Son cœur se serra. Elle pensa aux femmes du marché, aux enfants pieds nus, à la vieille marchande de beignets, comme moi autrefois, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Oui. Elle releva les yeux vers lui. Et toi, tu es à la tête de ce projet. Le silence confirma ce qu'elle avait compris. Elle sentit un conflit intérieur naître en elle. Si tu refuses, tu perds le soutien des investisseurs, dit-elle doucement.
Si tu acceptes, tu trahis ceux qui n'ont rien. Il la fixa. C'est exactement le choix qu'on m'impose. Elle comprenait maintenant que la justice n'était pas seulement une question familiale, c'était une question de décision. Le lendemain, ils assistèrent à la réunion municipale. La salle était pleine. Les représentants parlaient de modernisation, d'emploi, de croissance. Aïcha écoutait attentive. Puis, un plan détaillé fut projeté à l'écran. Elle reconnut les ruelles, les maisons, la petite cour de Nadia. Tout serait rasé. Les habitants seront relogés temporairement, assurait un conseiller. Temporairement, murmura-t-elle. Moussa sentit sa tension. Quand vint son tour de parler, il se leva lentement. « Ce projet ne peut pas se faire sans garantie claire pour les habitants », dit-il d'une voix posée. Un murmure parcourut la salle. « Et nous proposons des compensations financières », répondit un investisseur. Moussa secoua la tête. « Une compensation ne remplace pas un foyer. » Aïcha sentit une fierté silencieuse l'envahir. Mais elle percevait aussi les regards mécontents. Après la réunion, un homme à l'air sévère aborda Moussa. « Vous prenez un risque, » dit-il froidement. « Les actionnaires attendent des résultats. »« Les résultats ne doivent pas écraser les plus faibles, » répondit Moussa. L'homme s'éloigna sans un mot. Sur le chemin du retour, Aïcha resta silencieuse. « Tu viens de te faire des ennemis, » dit-elle finalement. Il hocha la tête. « Je le sais. » Elle s'arrêta au milieu du trottoir. « Alors fais-le jusqu'au bout. » Il la regarda. « Jusqu'au bout de quoi ? Jusqu'à protéger ceux qui n'ont pas de voix. » Ces mots étaient clairs. Il comprit qu'elle ne parlait pas seulement du quartier. Elle parlait d'elle-même, de la jeune orpheline qu'elle avait été. Le soir, elle demanda à rencontrer quelques habitants. Ils se réunirent dans la cour de Nadia. Les visages étaient inquiets. « On dit qu'on va nous chasser », murmura une femme. Aïcha prit la parole. « Rien ne sera décidé sans votre accord », dit-elle fermement. Les regards se tournèrent envers elle. « Et si on refuse ?» demanda un homme. Elle sentit le poids de la responsabilité. Alors le projet devra être repensé. Plus tard seule, avec Moussa, elle posa la question qui la brûlait. « Si les investisseurs te menacent, que feras-tu » Il la regarda longuement. « Je choisirai ce que je peux regarder sans honte. » Elle sentit une émotion profonde. « Alors nous devons proposer autre chose, » dit-elle. Ils passèrent. La nuit, à discuter, à imaginer un plan alternatif, rénovation progressive, participation des habitants, relogement digne et permanent, création d'emplois locaux. Le lendemain, Moussa présenta le projet révisé au conseil. Les réactions furent vives. « Trop coûteux », lança un investisseur. « Pas assez rentable », ajouta un autre. Moussa resta ferme. La rentabilité n'est pas seulement financière, elle est sociale. Aïcha observait la scène consciente que chaque mot pouvait décider de leur avenir. Un vote fut organisé. La tension était palpable. Lorsque les résultats furent annoncés, le projet alternatif fut adopté à une faible majorité. Un souffle parcourut la salle. Aïcha sentit ses yeux se remplir de larmes. Ils n'avaient pas gagné une bataille contre Nadia. Ils venaient de gagner quelque chose de plus vaste. En quittant le bâtiment, Moussa sembla épuisé. « Tu as pris un risque énorme, » dit-elle doucement. Il esquissa un sourire. « Et nous l'avons pris. » Elle réalisa qu'il avait raison. Ce n'était plus son combat seul. Plus tard, dans la petite chambre qui leur servait encore de refuge, malgré leurs moyens nouveaux, elle s'assit près de la fenêtre. « La richesse peut détruire, » murmura-t-elle. « Mais elle peut aussi réparer. » Il s'approcha d'elle, à condition d'avoir le courage de choisir. Elle posa sa tête contre son épaule. Elle pensa à Nadia, à Mireille, aux voisins. La justice ne signifiait pas humilier ceux qui avaient fait du mal.
Elle signifiait empêcher que l'injustice se reproduise. Et dans cette décision, elle comprit que son histoire n'était pas celle d'une vengeance. C'était celle d'une transformation. Une transformation qui ne dépendait ni de la pauvreté, ni de la fortune, mais de la conscience. Les semaines qui suivirent furent intenses. Le projet de rénovation commença lentement comme il l'avait voulu. Pas de bulldozer arrivant à l'aube pour effacer des vies en quelques heures. Pas d'expulsion brutale. Des réunions régulières, des signatures transparentes des engagements écrits noir sur blanc. Aïcha assistait à chaque rencontre avec les habitants. Elle écoutait les craintes, les colères, les espoirs. Elle prenait des notes. Elle insistait pour que chaque famille comprenne ses droits. Un après-midi, la vieille marchande de beignets lui prit la main. « On dit que c'est grâce à toi, » murmura-t-elle. Aïcha secoua doucement la tête. « Non, c'est grâce à nous tous. » Elle ne voulait pas devenir une héroïne. Elle voulait rester une femme consciente de son parcours. Pendant ce temps, Moussa reprenait peu à peu sa place à la tête de l'entreprise. Les restructurations n'étaient pas faciles. Certains cadres partirent avec amertume. D'autres acceptèrent le changement. Un soir, il rentra plus tard que prévu. Son visage était tiré. « Ils n'acceptent pas tous la nouvelle direction », dit-il en posant sa veste. Aïcha posa son livre. « Tu doutes ?» Il s'assit à côté d'elle. Parfois, elle le regarda avec douceur. « Ce que tu fais ne plaira jamais à tout le monde. » Il hocha la tête. « Je crains de perdre des alliés. » Elle sourit légèrement. « Tu as déjà perdu ceux qui ne voulaient que ton silence. » Il la fixa pensif. Elle comprenait maintenant que le pouvoir n'était pas une protection. C'était une responsabilité. Un autre défi les attendait pourtant. Un matin, Nadia se présenta à nouveau, mais cette fois son visage n'était ni inquiet, ni orgueilleux. Il était fatigué. « Je dois vous parler, » dit-elle. Aïcha l'invita à entrer. Nadia resta debout, hésitante. Mireille a contracté une dette, avoua-t-elle finalement. Des fréquentations peu recommandables. Aïcha sentit une pointe de tristesse. Quelle sorte de dette? Nadia baissa les yeux. De l'argent. Beaucoup. Le silence pesa. Autrefois, cette nouvelle aurait été accompagnée d'accusations, de reproches. Aujourd'hui, il n'y avait que la crainte. « Vous attendez que nous la réglions ?» demanda Moussa calmement. Nadia releva les yeux. « Je ne sais plus quoi faire. » Aïcha observa cette femme qu'il avait un jour traitée comme un poids. Elle ne ressentait plus de colère vive, seulement une conscience claire. « Nous ne paierons pas ces erreurs sans condition, » dit-elle doucement. Nadia acquiesça comme si elle s'y attendait. « Alors quoi ?» Aïcha réfléchit. « Mireille devra travailler, rembourser progressivement et couper les liens avec ceux qui l'entraînent dans ses dettes. » Nadia sembla surprise. « Vous aideriez quand même ?» Aïcha inspira profondément. « Je ne veux pas que la peur vous pousse encore à faire du mal. » Ces mots résonnèrent comme un écho du passé. Nadia baissa la tête. « J'ai compris », murmura-t-elle. Après son départ, Moussa regarda Aïcha avec admiration. Beaucoup auraient choisi la vengeance. Elle secoua la tête. La vengeance ne guérit pas. Elle pensa à la jeune fille, qu'elle avait été blessée, humiliée. Si quelqu'un lui avait tendu la main plus tôt, peut-être que certaines blessures auraient été évitées. Les mois passèrent. Le quartier changeait lentement sans perdre son âme. De nouvelles habitations remplaçaient les plus fragiles. Les familles signaient des contrats clairs. Aïcha décida de lancer une petite association pour accompagner les jeunes filles vulnérables. Elle organisait des ateliers, des discussions sur les droits sur l'autonomie. Un soir, après une réunion, elle resta seule dans la salle communautaire. Elle repensa au jour où Nadia l'avait forcée à accepter un mariage humiliant.
Elle sourit doucement. Ce mariage qu'elle avait cru être une condamnation avait été une porte. Pas vers la richesse, vers la conscience. Moussa entra dans la salle, la cherchant du regard. « Tu es prête à rentrer ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. En marchant côte à côte dans la ruelle, désormais éclairée par de nouveaux lampadaires, elle sentit une paix profonde. Elle n'était plus l'orpheline pauvre qu'on déplaçait selon les dettes. Elle n'était pas non plus simplement l'épouse d'un milliardaire. Elle était une femme qui avait choisi de rester digne même dans l'humiliation. Arrivée devant leur nouvelle maison modeste mais confortable, elle s'arrêta. « Tu regrettes parfois ?» demanda-t-elle. Il la regarda. Regretter quoi? D'avoir épousé une fille sans rien. Il sourit. « Tu m'as donné ce que l'argent ne m'a jamais donné. » Elle leva un sourcil. « Et quoi donc? Le courage de ne plus me cacher. » Elle sentit une chaleur douce envahir son cœur. Ils entrèrent ensemble. Plus tard, allongée dans le silence de la nuit, Aïcha contempla le plafond. La justice n'était pas tombée du ciel comme un miracle. Elle avait été construite mot après mot, décision après décision. Et elle savait désormais une chose essentielle. On peut être pauvre et digne. On peut être riche et injuste. Mais le véritable trésor, celui qui ne se vole pas, c'est la conscience. Elle ferma les yeux paisibles. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne craignait plus le lendemain. Après avoir traversé cette histoire avec Aïcha, dites-moi, qu'avez-vous ressenti le plus fortement? La colère face à l'injustice, la compassion pour la peur qui pousse à mal agir, ou l'espoir qu'un choix courageux peut transformer un destin. Pensez-vous que Nadia mérite un pardon complet, et vous, à la place d'Aïcha, auriez-vous choisi la vengeance ou la réparation? Partagez vos réflexions en commentaire. Votre regard compte. Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour soutenir ce type de récit profond. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires qui parlent de dignité de justice et de choix moraux. Et surtout, souvenez-vous parfois ce que l'on croit être une humiliation cache la porte d'une transformation.